C'est ça. Donc, ben, au début, je n'avais pas l'intention de poser des questions sur le désarmement, puis je me suis rendu compte, tu sais, ben, comme tu le faisais remarquer, ça fait longtemps que je veux, que j'ai des ambitions pour ce roman-là. J'ai longtemps que il y a le projet de film, le projet de spectacle, sur lequel on est en train de travailler. Et puis, donc, j'ai les deux pieds dedans. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, oui, mais le spectateur, lui, il n'aura peut-être aucune idée de c'est qui Mélanie, ou peut-être qu'il va avoir besoin qu'on le mette un peu en contexte. Donc, j'ai pensé poser des questions que j'avais jamais pensé de poser avant, des questions que je me pose aussi euh, sur le contexte d'écriture. Euh, Puis peut-être que ça pourrait servir pour faire une sorte de mise en contexte ou pas. Bon, c'est ça. Ben, ce qui s'est produit, c'est que j'ai toujours eu une fascination pour la traduction, c'est-à-dire pour tous les actes de passage, que ce soit dans la langue, d'une langue vers une autre langue, mais tous les gestes de transformation et de passage. Et j'avais travaillé avec mes traductrices pendant un certain temps et j'étais fascinée par comment le livre était souligné de différentes couleurs, par la différence entre des mots très simples, comme par exemple le mot arbre. Je demandais comment vois-tu l'arbre, le sapin en anglais, et elle me fait un triangle, une petite queue. Et bien j'ai dit, moi, mon sapin, il est comme ça. Donc, visuellement, il y avait les bons mots dans chacune des langues, mais mentalement, il y avait une autre représentation. Et donc, j'étais fascinée par le processus, et je me disais, en plus, tous les jours, nous traduisons les propos que les gens nous tiennent, même s'ils les tiennent dans une langue qui nous est familière, dans notre propre langue. Donc, le projet, c'est d'abord une idée, écrire un texte en français et le traduire en français. Me traduire, le défi, c'était de me traduire du français au français. Que se passe-t-il? J'écris un premier récit. Je voulais écrire sur le désert parce que c'est un lieu de solitude, c'est un lieu dangereux, c'est un lieu de très grande beauté. Et c'est le désert américain, c'est le lieu où on a fait exploser la première bombe atomique. Donc ça, c'était tous des éléments mythiques et réels, en fait, qui étaient là. Et c'est un très beau lieu, mais c'est un lieu où on voit la décadence aussi, avec les déchets, les ordures, les ruines, les canettes de bière, les vieilles voitures rouillées et tout ça. Donc, j'avais une bonne idée de l'endroit où je voulais situer le film. Et puis, j'écris les 50 pages du récit avec ce personnage de Mélanie, la narratrice, Donc, qui est une jeune adolescente. au moment où tu commences à écrire, tu sais déjà que ça va être un projet sur la traduction. Donc, c'est le projet autour du processus qui précède. Voilà. Et puis, quand est-ce que Mélanie est arrivée là-dedans? Il y a une idée qui est là, et puis il y a les premiers mots, donc le premier paragraphe du roman qui prend son envol. Le désert est indescriptible, bon, etc. Et puis peu à peu entre un jeu qui va devenir très rapidement la jeune Mélanie, qu'on va découvrir au fil du texte. Donc d'abord l'idée, le premier récit avec des personnages, mais j'ai toujours dit que, en principe, mes personnages sont des prétextes. Qu'au départ, je ne m'intéresse pas à mes personnages. Et je l'ai dit, mais là, je me suis rendu compte, quand j'ai eu terminé la première partie, le premier récit, et là, j'ai voulu connaître mes personnages parce que je me suis rendu compte que je ne les connaissais pas. Je connaissais une voix, je connaissais des lieux, j'avais inscrit des objets dans le roman, mais je voulais essayer de comprendre ces personnages, qui étaient chacun, qu'est-ce qui se cachait dans chacun des personnages. Et c'est là que j'ai décidé de faire des portraits, j'ai décidé d'imaginer des dialogues entre les personnages, j'ai voulu décrire des objets. Et j'ai voulu réfléchir sur des thèmes qui reviennent constamment, comme la civilisation, la peur, l'aube, des éléments, des thèmes qui me sont prêts, mais qui tiennent aussi à l'élaboration du roman. Donc, j'ai deux éléments, un premier récit et puis une traduction, mais je n'ai rien entre les deux. Et quand j'ai terminé le premier récit, je me suis dit, je ne peux pas faire la traduction immédiatement. Je ne connais pas assez ce livre-là pour le traduire moi-même. Et donc, là, je me suis servi de cette traductrice, Maude Lorès,
qui vit à Montréal, alors qu'elle va traduire un roman qui se passe dans le désert de l'Arizona. Et là, c'est une autre ambiance qui se crée temporairement avec elle, son rapport au texte, son rapport aux mots, son rapport à la vie un peu aussi. Et je vais et elle va avoir besoin de reconstituer le roman, des éléments du roman. Ce qui, moi, me sera très utile par la suite lorsque viendra le temps de la traduction, parce que je me serai donné une marge de manœuvre pour commettre des erreurs. Parce que quand on traduit, dans toute traduction, il y a toujours des erreurs qui se glissent, des erreurs d'interprétation, ou bien les gens investissent trop un personnage ou l'histoire, ou investissent moins certains passages. Donc, c'est aussi ce qui lui arrive, comme à tout lecteur et lectrice. Et donc, je me suis donné une petite marge de manœuvre pour commettre des erreurs. Et quand est venu le temps de la traduction, alors là, j'étais toujours l'écrivaine enthousiaste, mais il y avait une dimension de travail. J'étais laborieuse puisque j'avais quand même un premier texte à traduire. Et c'était une autre posture d'écriture que j'ai vécue en écrivant, en faisant la traduction, si je peux dire, du premier récit. Et c'était intéressant parce que pendant longtemps, et j'en suis pas encore certaine non plus, j'ai eu l'impression que la traduction, elle était bien, mais qu'elle manquait de l'énergie vitale qui est dans le récit, dans la première partie. Et j'ai fait une lecture à Paris, à la Maison de la Poésie, de ce texte-là. Puis on a lu plusieurs séquences de la première partie et de la traduction. Et là, je me suis rendu compte que, quand même, que dans la traduction, il y avait beaucoup de cet élément de poésie qui est de toute façon dans tout mon travail de prose, si je peux dire. Donc, j'étais restée moi-même, même si j'étais un peu décalée par rapport à moi, étant donné la responsabilité, entre guillemets, qui incombe à toute personne qui traduit aussi, la responsabilité vis-à-vis du premier texte. Il y a une énergie qui est passée à travers la traduction. D'ailleurs, la tension sexuelle est plus forte dans la traduction que dans la version originale. Ah oui? Oui, j'ai trouvé. D'ailleurs, moi, pendant longtemps, parce que j'ai lu quelques fois, je confondais les deux versions, en fait, l'original et la traduction. Puis je me suis rendu compte que, finalement, comme lecteur, en tout cas moi, comme lecteur, j'ai tendance à prendre les mêmes embranchements que Maud Lorès, ou à faire des choix qui étaient similaires. Et donc, je me retrouvais. Puis c'est sûr aussi que peut-être que c'est manifeste dans les exercices qu'elle fait, là. Comme quand tu disais que tu avais eu envie de décrire des personnages, imaginer des scènes, approfondir des thèmes. Tu l'as fait à travers Maud Lorès, parce que ce sont ces exercices qu'elle fait pour la traduction, là. Donc, tout à fait. Est-ce que... Bon, il y avait cette idée, il y avait le principe de départ que tu avais. Est-ce que le personnage de Maud Laure est arrivé après ou en même temps, Maud Laure ou Maud Lorès? On pourrait avoir cette discussion-là, savoir si on devrait l'appeler, parce que ça s'écrit Laures. Est-ce que on a le choix de la prononciation, en fait? Bien, spontanément, je dirais Maud Lorès, parce que il y a une petite dimension latine, latino-américaine, et ça nous garde dans le continent des Amériques. Si c'est Maud Laure, alors là, j'ai l'impression que ça la rend plus française qu'elle ne l'est vraiment. Donc, je préfère qu'elle penche du côté des Amériques en utilisant la prononciation du S. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, tout à fait. Il faut juste que je me réhabitue à dire Maud Lorès. Donc, est-ce que Maud Lorès est arrivée en même temps que cette idée du principe? Puis est-ce qu'elle était prétexte ou quelle est ta relation au personnage? Écoute, là, il faut que je remonte dans le temps et j'ai l'impression qu'elle va surgir en même temps, parce que là, je me rendais compte qu'il manquait quelque chose au livre. Je ne pouvais pas faire les deux côte à côte. Donc, je pense qu'elle est arrivée en même temps que j'ai eu envie de connaître les autres personnages du roman. Quel est son statut? C'est ça la deuxième question que tu allais poser? Ta relation au personnage?
Bien, c'est à la fois une façon de s'identifier à elle, à la fois comme lectrice, comme auteure, euh, comme, comme voyageuse ou comme étrangère, comme lectrice, beaucoup. Je ne suis pas traductrice, fascinée par la traduction, j'écris sur la traduction, mais je ne le suis pas. Donc, c'est une fascination de lecture, devant la langue, ce qui passe, ce qui ne passe pas, ce qu'on oublie de dire, ce sur quoi on insiste trop. Elle est montréalaise comme moi. C'est son questionnement qui ressemble beaucoup au mien. Bien sûr, il y a toujours un petit décalage qui s'installe, c'est normal, mais ça ressemble beaucoup à mes préoccupations et à ma façon d'être. Et c'est elle, je pense, qui joue au tennis. Et voilà. Maud Lorraine, je crois qu'il y a une séquence où elle va jouer au tennis. Ah, Et j'ai vu ça m'a donc, échappé, ça. c'est une Ouais. projection qui Oui. est faite. Oui. Tu joues au tennis, Nicole? Je jouais. Tu joues au Oui, tennis? oui. Ah oui. Parce que, ben, tu sais, à un moment donné, je voulais appeler le spectacle Nous sommes Maud Laure, parce que le projet, c'était de faire un peu les mêmes exercices que Maud, mais pour transposer la fiction du désert mauve, donc le récit que tu as écrit pour être traduit. Donc, pour faire une traduction finalement du langage littéraire vers le langage scénique. Mhm. Euh, Laure Anxtel, parce que bon, le récit à traduire, de la même façon que tu as fictionnalisé la traductrice, il fallait que tu fictionnalises l'auteur de l'œuvre originale. Oui. Donc, c'est Laure Anxtel, dont on ne sait pas grand-chose. Est-ce que, à un moment donné, je me suis dit, finalement, le véritable délégué de Nicole Brassard dans le texte, c'est Maud Lorès, mais Laure Anxtel, comment je dirais, elle a un peu ton prête-nom, quelque part dans le... Euh, oui, Laure, Laure Angoisse, etc. Oui, Elle, on peut jouer bien sûr sur son nom, euh, mais Laure Anxtel, c'est elle qui est décrite. On traverse toute sa vie. Quand elle a 10 ans, elle est à l'école devant son pupitre, et puis, oups, on se retrouve, je pense, à l'âge de 40 ans, 50 ans. Chaque paragraphe, en fait, nous dit plus ou moins quelle a été sa vie. Mais une grande partie de sa vie est liée au langage aussi, est liée à la solitude, est liée à l'isolement. Elle se tient loin. On n'a pas l'impression qu'elle a vécu dans un milieu littéraire ou quoi que ce soit. Donc, elle a un rapport avec la nature, avec la langue. Ça reste une femme très mystérieuse. Ça reste un personnage très mystérieux, Laurent oui, Axel. parce qu'on n'en sait Tout à presque fait. rien. En Tout à fait, fait. Maud Lorès ne sait pas si Laurent Axel est en vie quelque part, où elle habite, Oui, si elle voilà. existe vraiment. Oui. Il est impossible de dire avec précision dans quelle ville ou à quelle croisée de chemin, car on peut tout à la fois imaginer sa jeunesse au cœur du désert, à l'ombre des maisons en adobe et de Meyer Street, ou peut-être même penser qu'elle ait quitté à l'âge adulte une grande ville de l'Est afin d'explorer son désir, traversant le continent en quelques jours dans sa Dodge bleue, ou qu'elle se soit rapprochée du Sonora au fil des années, après avoir étudié dans plusieurs universités, chacune ayant servi de point de repère au parcours inconscient qu'il avait mené vers ce grand nu à l'horizon qui tente. Donc c'est une femme manifestement en quête de liberté, mais on ne sait pas à partir de quel endroit elle va bouger, elle va circuler, elle va avoir envie de ce livre. On pense peut-être, puisque il y a quand même plusieurs lignes consacrées à ça, qu'elle a dû quitter une grande ville de l'Est. Donc on peut même imaginer qu'elle aurait peut-être quitté New York. Mais ça, Donc, c'est Maud Laure qui l'imagine. oui, oui. C'est Maud Laure qui imagine ce qu'aurait pu être la vie de Laurent Axel, mais sans le savoir. Oui, Parce qu'elle n'a aucune information biographique sur elle. non, mais elle imagine, elle essaie de rejoindre, de créer une association entre le voyage, l'auto, le désert, vers ce grand nu à l'horizon qui tente donc une aventure, une expérience d'écriture ou de vie, tout simplement.
Voilà. J'aimerais ça qu'on parle un peu plus du récit dans le récit, donc l'objet à traduire ou l'objet traduit. Oui. Bon, tu disais que dans l'écriture, est-ce qu'au moment où, parce que tu avais besoin d'un récit original à traduire, et puis tu disais tout à l'heure que tu avais envie de le situer dans le désert, dans une sorte d'iconographie américaine. Mhm. On pourrait revenir peut-être sur le désert, l'Arizona, le motel, la voiture. Oui. Bon, puis tu as dit tout à l'heure que dans l'écriture, il y a un je qui a surgi à un moment donné, puis ce je-là est devenu Mélanie. Est-ce que tu peux Oui. développer Ben, comment est-ce que Mélanie, parce que pourquoi pourquoi l'adolescence? Euh, oui. Qui est Mélanie? Oui, c'est très drôle C'est la grande que tu question. poses cette question parce qu'en fait, j'ai toujours dit qu'il y a deux types d'écrivains. Il y a les écrivains de l'enfance qui travaillent avec des blessures, avec la mémoire, le souvenir. Puis il y a les écrivains de l'adolescence qui travaillent avec la transgression, la sexualité, l'intensité, une dynamique différente. Et moi, je pense que je suis une écrivaine de l'adolescence, donc je travaille dans cette dynamique. Et Mélanie s'imposait presque, donc l'adolescence. Bon, certains la terminent très jeune, à 20 ans. Ils ont terminé leur adolescence, puis deviennent des adultes. Hein, j'avais une étudiante qui disait, non, moi, je ne veux jamais devenir une adulte. Je veux rester une adolescente ou une enfant, là, selon. Mais c'est ça. Donc, c'est la projection vers un âge de découverte, vers une dynamique, vers potentiel, qui représente une virtualité de l'être qu'elle peut devenir ou ne peut pas devenir. Et elle a un environnement qui manifestement va jouer contre elle parce qu'encore une fois, elle est isolée, elle n'a pas facilement accès aux livres, elle écrit un peu, elle a un désir quelque part en elle, une passion, un désir d'absolu, de transcendance ou d'absolu, et elle n'est pas dans un environnement qui va lui permettre d'élaborer ou de vivre ce penchant vers l'absolu, cette ouverture, disons, vers l'absolu. Il y a une partie de ce désir-là qui s'incarne dans son désir charnel, on va dire, d'Angela Parkins. Mm-hmm. Et puis, est-ce que tu dirais que le destin tragique, pour employer des grands mots, de cette relation-là, est un peu vient comme cristalliser le fait que l'horizon est bouché ou que le contexte, que l'environnement de Mélanie l'empêche de Non, la mort d'Angela Parkins représente un enjeu beaucoup plus grand, symbolique, beaucoup plus grand, qui est l'intervention à travers le personnage de l'homme long, qui est un homme, somme toute, sympa, c'est un savant, c'est un intellectuel, etc. Mais c'est à lui qu'incombe de porter le grand H du mot homme. Et bien sûr, il ne tolérera pas ce qu'il peut voir ou intuitionner de la relation potentielle de Mélanie et d'Angela Parkins. Donc, symboliquement, c'est beaucoup plus... l'enjeu est beaucoup plus grand. Et c'est pour ça que j'ai eu le besoin aussi de créer un dialogue entre Laure Angstel et la traductrice, enfin, entre Angela Parkins et la traductrice. Pourquoi m'as-tu tué? Bon, parce qu'en me tuant, tu entres dans le cliché aussi qui fait qu'il n'y a pas d'histoire lesbienne heureuse, parce que si on pense à l'histoire du cinéma, ça se terminait toujours très, très mal. Ouais. Or, en étant 1987, j'ai déjà écrit des textes très, très lesbiens, théoriques ou poétiques, mais je voulais quand même poser cette question. Et puis aussi, sous-jacent à ça, il y a toujours la question de la solitude. Quand elle dit « je ne peux tutoyer personne », ça c'est vraiment... Bon, le français nous donne la possibilité d'écrire une phrase comme celle-là, mais c'est une phrase qui fait synthèse peut-être de la solitude ou d'une fermeture sur soi aussi. Les deux sont possibles.
tu vois. Donc, dirais-tu que l'enjeu du récit, ça tourne autour de ça, là? Donc, la relation Mélanie-Angela, puis la mort d'Angela. Donc, le fait que ce ne soit pas toléré. Est-ce que... Ben, c'est-à-dire pour en arriver là aussi, il y a tout le plaisir de l'écriture, il y a tout le plaisir de vivre le désert, de parler du désert, de parler de la vitesse, de parler de l'auto, de parler, d'ouvrir l'œil en quelque sorte sur la beauté du monde. Mais comme l'auteur, comme celle qui écrit, n'est pas naïve, elle injecte bien sûr des dimensions qui ont une portée symbolique plus forte, voilà, et qui remet en question ce qui est familier, ce qui est habituel. Déjà le fait que la mère de Mélanie vive en couple avec une autre femme, ça modifie la donne aussi. Une autre femme qui enseigne, qui elle est probablement analphabète, mais qui a une connaissance très belle et très grande de la nature, du désert, et qui est une enseignante en quelque sorte pour Mélanie, qui lui apprend à connaître le désert, alors que sa mère, semble-t-il, lui apprend que la peur, c'est-à-dire qu'elle lui apprend la peur voulant la protéger, bien évidemment. Et dans ce sens-là, le dialogue entre Mélanie et sa mère, je pense qu'il est très, très beau parce qu'il est à égalité, c'est-à-dire ni la mère ni la fille ne prend le dessus, mais c'est vraiment une situation qui dit que toute mère doit laisser son enfant partir et tout enfant doit partir aussi. Donc, c'est la liberté qui est offerte aussi dans ce dialogue. La liberté et l'amour qui est dit. Je sais qu'à la toute fin, quand elle se quitte, je sais que je pourrais pleurer des larmes énormes, mais donc c'est les deux qui se rencontrent. C'est d'accomplir son destin de liberté et puis bien sûr de garder son affection pour la mère. Donc, si j'essaie de résumer le récit, là, tu pourras m'aider. Donc, il y a Mélanie qui vit avec sa mère, Cathy Kerouac, et la conjointe de sa mère, Lorna Myers. L'une lui enseigne la peur et l'autre le désert. Et puis, ça, je ne sais pas si c'est pour vérifier cet enseignement-là ou pour échapper à la mer, etc. Mélanie, arrivée à un âge plus de maturité, elle a 15 ans, elle emprunte la voiture de sa mère sans sa permission, elle va de plus en plus souvent dans le désert. À un moment donné, il y a comme un point un pivot dans le récit, où ça bascule, où devant un grand saguaros, il y a quelque chose une révélation, je ne sais pas, puis Mélanie se met à écrire frénétiquement. Et puis c'est là où elle ressent la première fois la peur dont lui parlait sa mère, en fait. Et puis c'est là aussi où s'instille en elle le désir. Oui. Puis c'est après avoir rencontré pour la première fois Angela Parkins au bar de l'hôtel. Oui. C'est là qu'elle décide d'aller visiter sa cousine Grati à Albuquerque. Albuquerque, oui. C'est ça, elle décide d'aller visiter sa cousine. Et c'est une relation compensatoire parce qu'en fait, Oui. son désir est tourné vers Angela Parkins. Elle ne réussit pas. Elle rentre à l'hôtel de sa mère. Non, c'est pas vrai. Elle arrive au Red Arrow Motel, un motel de l'ami de sa mère. Et puis c'est là où elle va retrouver Angela Parkins. Et puis, tout à coup, les choses semblent être possibles. Et puis, elles sont interrompues dans leur élan. Voilà. Ça se termine comme ça. Oui. Est-ce qu'elle elle est fascinée, elle est, comment dirais-je, impressionnée aussi par Angela Parkins, qui lui sert de modèle, parce qu'Angela Parkins pourrait aussi être son modèle, je dirais pas nécessairement son mentor ou sa mentor, mais Mélanie aimerait avoir la force de cette femme qui est instruite, qui est courageuse, qui est solide, qui est forte, etc. Et donc, la fascination que Mélanie a pour Angela Parkins peut se transformer en amour, en admiration, bref, offre toutes les possibilités de sentiments très, très forts. Et c'est ce que Mélanie aimerait vérifier un peu en s'approchant d'Angela Parkins. Parce que, bien sûr, elle ne va pas lui faire de propositions directes. Elle veut simplement apprendre à connaître un peu plus près, se rapprocher de cette femme.
tout en ayant pour elle un sentiment amoureux qui se développe et qui se développerait encore beaucoup plus fortement avec le temps. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, Mélanie. Exactement. Elle est dans une recherche, dans une quête, là, Voilà, c'est ça. oui. Mais à un certain point, Angela le sait plus qu'elle. Elle joue un peu avec ça. Oui, ben, comme toute personne Ayant- connaissant la vie, ayant un peu Ouais. d'expérience et ayant elle-même bien rempli sa vie, inévitablement. Mais moi, ce qui me fascine beaucoup, parce que toi, ça fait plusieurs années que tu vis avec le désert mauve. Oui. Et donc, tu disais que toi, tu n'as pas vu la question de la traduction, mais tout de suite, c'est Mélanie qui a occupé tout ton espace. Au début, oui. Oui. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux en parler un petit peu de... Ben, j'aime bien cette énergie de l'adolescence, cette quête-là, cet enjeu-là. Euh, Tout le questionnement, parce que dans le fond, c'est un peu le regard du poète que Mélanie pose sur les objets qui l'entourent. Et puis, toute la question de la perception, il y a quelque chose de l'ordre de la création. Je sais pas, j'ai été très attiré par Mélanie, parce que, puis aussi par son intensité, la vitesse, la voiture, etc. Tout cet univers-là un peu mystérieux. Euh, Puis je suis de plus en plus persuadé, en fait, que ce que j'ai beaucoup aimé de ce récit-là, qui est court, hein, on parle d'une cinquantaine de pages, peut-être même une quarantaine, c'est que c'est une fiction qui est très trouée. Mhm. Euh, et donc, il y a beaucoup d'espace pour que le lecteur puisse s'y projeter. C'est comme si, il y avait plus de hors-champ que de champ. Mhm. Donc, c'est un espace de liberté pour le lecteur où on peut y injecter beaucoup d'imaginaire. Et c'est ça qu'investit Maud Lorès d'ailleurs Oui. à travers ces exercices. Et puis après, parce que après, dans la lecture, quand tu lis le Désert Mauve une première fois, tout se mélange. La version originale, la version traduite, les exercices de Maud Laure, etc. Donc, tu sais, le passage de la piscine, la description de la piscine faite par Maud Laure, vient s'intégrer à un amalgame global de fiction, quelque part. Et puis c'est comme un espace modulaire de fiction avec lequel on peut jouer. Et puis j'avoue que cet univers-là, en général, m'attirait assez. Puis il y avait là aussi, pour quelqu'un qui veut en faire une nouvelle matière, un espace de liberté. Puis comme tu disais que tu es une personne de l'image, mais sans en faire, Mhm. Je suis très visuelle. très visuel, c'est ça. Donc, il y a vraiment, il y a une prise, tu sais. Il y a une prise pour la transposition. C'est comme, je pense qu'il y a certainement des textes qui sont plus aptes à être traduits que d'autres. Puis tu m'as d'ailleurs déjà dit que le Désert Mauve est très beau en anglais, très beau en espagnol. C'est un texte qui se traduit Mhm. bien. Et je pense qu'il va bien se traduire interdisciplinairement aussi. Il va bien se traduire en images, il va bien se traduire en... enfin, j'ai très envie d'essayer. J'aime beaucoup le personnage de Mélanie, c'est sûr. J'ai consacré un livre de poésie. Oui. Euh, ouais. Mais plus tu grattes un personnage, plus il t'échappe, des fois. Mais c'est intéressant parce que ton regard, et quand je te pose la question et tu me dis, oui, Mélanie m'intéresse, mais elle permet un regard de poète, parce qu'elle a elle-même un regard de poète sur les choses. Donc, tu es allé directement, peut-être à l'essentiel de Mélanie, c'est-à-dire à son regard, entre guillemets, à son âme de poète, et puis tout de suite l'équation qui suit, tu as employé le mot création, et très souvent, c'est ce que ça soulève, en tout cas. Ouais. Un désir de création. Et ça m'impressionne parce que Ouais, c'est ça. il y a quelque chose de l'ordre aussi. Il n'y a pas de compromis dans le regard qu'elle porte. Je pense que le pivot, le fameux pivot, là, quand Mélanie se met à écrire, c'est. Je pense qu'il y a. C'est peut-être le passage. Il y a quelque chose de l'ordre du passage, ou je sais pas, là, mais. Mhm. Où il y a quelque chose qui s'est fissuré, puis il y a un peu de peur de peur qui est entrée, là. Il y a un enjeu tout à coup. Puis c'est drôle parce que c'est comme si le désir et la peur arrivaient en même temps Mhm. dans le personnage de Mélanie.
ou si ça allait ensemble. C'est comme si le désir était le vecteur par lequel pouvait passer la peur aussi. Parce que tout à coup, il y a quelque chose à perdre. Mais c'est intéressant parce que je Mm. pense à une anecdote d'une amie qui me racontait que à l'adolescence, justement, elle était montée sur un toit, puis elle a senti qu'elle allait presque faire une chute, qu'elle allait tomber. Puis elle dit, là, la peur est survenue, mais elle s'est transformée immédiatement en une relation sexuelle, en une pensée sexuelle, en une énergie sexuelle. Ah oui. Et c'est très intéressant. C'est la peur devant un danger immédiat qui s'est transformée immédiatement aussi en un mouvement ou une énergie sexuelle. Et souvent, je pense que si on faisait un bilan de plusieurs anecdotes, qu'on trouverait cette relation-là aussi. Ah oui, Parce oui. que c'est aussi ces deux énergies, c'est la peur, c'est la survie. Oui, Et la sexualité, c'est aussi la survie. oui. Et il doit y avoir des réseaux, des liens et de rencontres qui travaillent. Et, là, je pense que ça doit aussi se répercuter jusque dans l'acte d'écriture. Mhm. Oui, parce que c'est à ce moment-là que Mélanie se met à écrire. Mm. Oui. C'est ça. Donc, peur, désir, écriture vont ensemble parce qu'avant, comment je dirais, elle cherche, elle parcourt le désert, elle porte ce regard-là questionnant sur la Mhm. réalité. Et puis, mais elle n'écrit pas. Elle lit, mais Mhm. elle n'écrit pas. Oui, oui, c'est juste. Ouais. Oui. Et puis, l'écriture vient avec ce basculement-là. Oui. Je ne sais pas comment l'histoire se serait transformée si j'avais vécu avec elle plus longtemps, parce que c'est ça, en fait, aussi. C'est un court récit Oui. et j'interromps ma relation au personnage. Enfin, j'en avais guère, en fait. Mhm. Les personnages étaient là. Ils sont toujours des prétextes, quelque part, pour dire quelque chose, ce qui passe par le poétique, justement, qui passe par l'écriture, par la pensée de la création. Donc, mes personnages, je ne les connais pas très bien en général. Ceux-là, j'ai voulu les explorer un petit peu plus. J'ai eu plus de désir pour ces personnages. Là, peut-être que j'exagère, mais beaucoup de désir pour ces personnages comparé à d'autres personnages de mes premiers romans, entre autres. J'ai jamais on entend les romanciers et les romancières qui disent « Ah oui, ça faisait des années que j'avais ce personnage en tête, j'y pensais, je vivais avec ce personnage, etc. » Non, pour moi, les personnages, en général, sont des prétextes pour écrire, pour poser des questions, pour énoncer des sentiments ou des émotions ou des sensations. Mais avec ces personnages, j'ai voulu en savoir un peu plus. Peut-être parce qu'ils étaient entourés de nature et non pas ils n'étaient pas dans l'urbanité. Mm. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas brouillés par leur relation dans la grande ville, dans la grande cité. C'est peut-être pour ça, je ne sais pas. C'est vrai que la nature est presque un personnage. Oui. Tout à l'heure, tu as spontanément parlé de la scène, là, du dialogue que Maud Laure a imaginé entre elle-même et Laurent Anxtel. Mm-hmm. Et puis, très rapidement, Maud Laure se met dans la peau d'Angela Parkins Mm-hmm. et elle pose directement la question à l'auteur imaginé. Pourquoi m'as-tu tué? Oui. Et puis, c'est assez rigolo parce que cette nuit, j'ai eu un flash. Puis j'ai pensé que peut-être qu'on devrait commencer le spectacle là, avec cette phrase-là. Pourquoi m'as-tu tué? Puis je suis allé voir, en fait, c'est pourquoi m'as-tu mise à mort. M'as-tu mise dans la traduction ou dans... Non, c'est ni un ni l'autre, c'est dans les exercices de mots de l'art. Oui, OK. Ben oui. Et puis, donc je m'étais dit peut-être qu'on pourrait commencer là. Puis là, j'imaginais, ça pourrait être sonore, on pourrait engager deux actrices qui feraient le dialogue. Puis après, je me suis posé la question à savoir est-ce que ça devrait être deux actrices ou ça devrait être une voix qui fait le dialogue avec toi? Et puis que toi, tu réponds. Donc la voix demande pourquoi m'as-tu tué? Pourquoi m'as-tu mise à mort? Et puis toi, tu réponds à la question. Ou alors, on le fait Je réponds comme écrivaine ou comme... moi, j'avais imaginé comme je viens d'essayer de répondre à ta question. Faire le dialogue, ça pourrait être intéressant La question est ouverte. Hein? C'est vraiment une idée que j'ai eue ce soir parce que
Il me semble que il y a là un pivot, tu sais, l'assassinat d'Angela Parkins. Le spectacle va nécessairement se terminer sur l'assassinat d'Angela Parkins. Oui, mais Quelque ça, part, faudrait que je donc de réfléchisse. commencer avec l'assassinat Oui, il aussi, faudrait que je réfléchisse. de remettre tout ça en contexte à rebours. Oui, et je n'aime pas pourquoi m'as-tu mise à mort? La question est directe, mais je n'aimais pas les sonorités. Je n'aime pas les sonorités de la phrase. Mais ça, ce qui est extraordinaire, c'est que comme tu en es l'auteur, là, on peut très bien la changer. Hein. Pourquoi as-tu voulu te débattre? En fait, c'est vrai, je reviendrai sur cette phrase. Ben moi j'aime beaucoup pourquoi m'as-tu tué, mais je me rends compte en le disant à haute voix que c'est difficile à dire. C'est difficile. Et comme j'ai tendance à essayer en plus, pourquoi m'as-tu tué? Mais je trouve peut-être que c'est prématuré parce que c'est une question majeure, mais je pense que le désert est indescriptible. Donc, quand on dit une phrase comme celle-là, c'est l'immensité, c'est la liberté, c'est la mort, c'est le danger, sont indescriptibles. Et c'est pour ça qu'on écrit toujours sur ça, en fait. Là, c'est le désert qui fait la synthèse de tous les dangers qui nous guettent. Mais donc, je préférerais de beaucoup travailler sur le processus, sur le passage ou sur l'enjeu du désert. Comprends-tu? Je comprends tout à fait. En même temps, j'aime bien l'idée dans le sens où secouer le public, tu sais, vraiment parce que pourquoi m'as-tu mise à mort? Demande Angela Parkins à son auteur. Et elle répond, tu vas vite, tu vas trop directement au cœur de l'essentiel. Tu commences un spectacle comme ça, c'est extraordinaire. Je te réponds, j'ai répondu, comme dans la fiction, comme dans la fiction. Non, mais tu vois, le désert est indescriptible, la réalité s'y engouffre, lumière rapide, le regard fond. Pourtant, ce matin, très jeune, je pleurais déjà sur l'humanité. Ah, voilà un enjeu qui surgit. Tu vois, à chaque nouvel an, je la voyais se dissoudre dans l'espoir et la violence. Tu vois, il y a... Bref. Ce premier paragraphe-là est vraiment très, très beau. Hein. C'est vraiment le début du récit dans le récit. C'est vraiment... ça accroche. Et c'est ça, quand on écrit, souvent tout est donné dès le début. Mais j'étais alerte dans le questionnement. Voilà. D'ailleurs, ça, c'est une question que je me suis déjà posée, puis qu'après, j'y ai plus repensé. C'est au passé. Donc, j'étais alerte. Donc, puis à un moment donné, Mélanie fait allusion, elle dit « Un jour, j'écrirai ma vie. » Oui. Et puis là, finalement, tu es en train de le lire. J'étais alerte dans le questionnement. C'est peut-être que Mélanie, c'est l'art, hein, ou c'est peut-être de l'autofiction. Ou peut-être l'auteur, oui. Oui, l'auteur qui ne s'intéresse pas au journal intime, à la biographie, à l'autobiographie, aux mémoires. J'ai écrit un journal intime, mais je l'avais écrit pour Radio-Canada. Donc, il n'était pas du tout intime, puisqu'il allait être entendu par des gens. Mais tout au cours de la rédaction de ce journal intime, je résiste à l'idée et à la notion de journal intime. Et dans Langues obscures, alors là, je travaille sur le je. Je résiste au je, que j'appelle le chien de l'âme, qui est précieux. Il nous accompagne toujours. Mais est-ce qu'il joue bien son rôle dans l'écriture? Et comment peut-il bien jouer son rôle sous forme de je? Parce qu'un je en poésie doit être infiniment plus grand que notre petit je. Donc, tous les enjeux sont là. C'est à nous de bien trouver la façon de les faire parler. D'ailleurs, parce que nous avons eu depuis déjà quelque temps un échange par courriel, et parfois je me moquais de moi, je me disais, mais c'est fou, je raconte des choses sur le désert mauve que je n'ai jamais dites à personne, et pourtant Dieu sait que j'en ai beaucoup parlé du désert mauve en français, en anglais, un peu en espagnol, mais c'était très intéressant parce que c'est vraiment un regard, et je t'avais fait remarquer une fois, j'avais dit, ah, c'est incroyable, tu décomposes des gestes de Mélanie, des gestes simples. Ça peut être de prendre sa bière. Tu décomposes les gestes et tu vois des choses qui sont dans le roman
que moi, je ne vois pas, parce que je vois la phrase, je vois le geste, mais je ne vois pas le détail du geste. Et toi, tu fais des plans différents pour le même geste qui le déploie d'une manière incroyable, et en le déployant, qui le renvoie presque à la fiction et à la traduction, ce qu'on est en train de faire. Ben oui, j'essaie de... J'essaie de... C'est sûr que j'ai un rapport de liberté au texte, puis j'essaie d'avoir le même rapport de liberté que Maud Laure a, quelque part. Parce que j'ai un certain rapport de liberté au texte, puis elle ne connaît pas l'auteur. C'est drôle parce qu'une fois, pour parler de ma démarche de création, à une rencontre à l'Université de Montréal, c'est Elisabeth Tuchek qui m'avait invité. Elle avait invité les praticiens. Oui, Donc, il y avait Nathanaël, il y avait moi, puis il y avait l'auteur de La fiancée américaine. Là. Comment il s'appelle, lui? Dubois? Dupont. Dubois, non? Je pense que c'est Dupont. Enfin. Puis il fallait qu'on parle de... Je pense qu'il fallait qu'on parle de la traduction, ou je sais pas. Donc, moi, je voulais parler de traduction interdisciplinaire. Puis je m'étais basé sur... j'avais tout basé mon argument. J'avais illustré mon propos avec le désert mauve. C'est d'ailleurs un texte que j'ai publié dans, je ne sais plus si c'est Québec français ou une autre revue. Et puis, donc, j'avais, je sais pas moi, peut-être une douzaine d'universitaires autour de la table. Il y en a quelques-uns qui ont sourcillé. « Ah non, pas encore Nicole Brassard, c'est la vision de la traduction. Vous êtes un défenseur, un représentant de Nicole Brassard. » Puis ils voulaient même plus m'entendre, en fait. Je disais... Attendez, moi, je ne parle pas de traduction, je parle de création interdisciplinaire. J'illustre mon propos avec le roman. Mais c'est assez rigolo. Ça a eu un impact. D'ailleurs, Megan Howell, c'est une amie qui est récemment diplômée en traduction de l'Université York de Toronto. À la maîtrise, elles avaient le désert mauve à lire au programme de traduction. Je ferais drôle, je ne sais pas si c'est comme exemple ou contre-exemple. Oui. Bon, avant de passer à la deuxième étape, là, ou peut-être qu'on pourrait le faire en groupe, l'homme long. Ben, je vais te raconter une anecdote que je t'ai peut-être déjà racontée. Donc, quand j'étais à Mexico en résidence, j'écrivais Mélanie. Bon, j'ai trouvé 7 copies d'El Desierto Malva. Et puis, je l'ai distribué à 7 femmes pour qu'elles le lisent. Et puis, en fait, je prêtais le livre, mais personne ne me l'a rendu. Et puis, je l'ai fait lire, entre autres, à une jeune femme qui s'appelle Liliana Chavez, qui se définit comme queer, qui a vraiment le look... comment dire? Mélanie, le look Mélanie. Version mexicaine à fond, là. Mais non, c'est vraiment était comme punk queer, là. C'est comme c'est un look international, finalement. Eh bien, ce qui l'avait frappé, c'est que tous les personnages sont lesbiens. Dans il y a Maud Laurès, on ne sait pas, là. Mais dans le récit, c'est toutes les femmes sont... tous les personnages sont des femmes. Toutes les femmes sont dans une relation lesbienne. Oui. Et c'est c'est pas questionné, c'est très, très naturel, en fait. S'il n'y avait pas... le seul personnage masculin, c'est l'homme long, qu'on décrit sur la 4e de couverture comme une sorte de démiurge à la destruction. Et puis, donc ça l'avait... c'est ce qui avait frappé Liliana, en fait. Et puis que c'était dans une espèce de monde idéal pour elle, c'était pas un monde idéal, mais en fait, que c'était pas une question, c'était pas un enjeu, c'était pas une question qu'on se posait ou... Tu veux dire dans les nouvelles générations? Non. Que la question n'était pas posée. Pour les personnages. Ah oui, la question n'était pas posée pour les personnages, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont dans cet état de situation. C'est très juste. Ils sont en couple de même sexe. Puis, oui, c'est très juste. Il a fallu que je fasse mon innocente. C'est-à-dire que j'avais écrit La lettre aérienne, j'avais écrit Picture Theory, j'avais écrit le recueil de poèmes Amante.
Donc, j'avais beaucoup écrit passionnément sur le sujet. Mais j'ai ressenti le besoin du désert mauve avec la fascination pour la traduction. Et ce que j'avais écrit dans les autres livres, je n'avais pas envie de le répéter, de faire du prêchi-prêcha. Donc, mes personnages vivent, sont attirés par certaines personnes ou pas, et c'est tout. Mais effectivement, si on analyse le livre, on dit, mais ma foi, ce ne sont que des personnages lesbiennes. Et pourtant, la relation entre Mélanie et Angela Parker, ce n'est pas permis, elle est interrompue par le moment. Voilà, parce que toujours consciente de ce qui se passe dans la réalité. Et encore aujourd'hui, évidemment, ça reste une réalité dangereuse pour beaucoup de gens. On représente sans doute, et en tant que femme et en tant que lesbienne ou homosexuelle, une minorité de 5% en termes de population sur le globe. L'Amérique du Nord, l'Australie, une partie de l'Europe, on représente en termes de population 5, maximum 10% de l'humanité. Hein? L'humanité des femmes, l'humanité des gens le moindrement différents, elle n'est pas accordée à tout le monde. Et donc, la conclusion, c'est pour ça que cette conclusion qui est dramatique, en fait, dans le sens que elle pourrait être un gros cliché, mais elle ne l'est pas. Elle est une réalité. Parce que le bonheur, il est vécu dans mes autres livres. Il est vécu dans mes autres livres et il est vécu aussi, dans une certaine mesure, par Mélanie, par Angela Parker, parce qu'elles ont un déploiement de l'être. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas... elles peuvent être en danger, mais elles ne sont pas de l'intérieur des victimes. Elles sont des sujets. C'est ça qui est pour moi le précieux. Mais puis là, on va finir avec ça, mais l'homme long, donc j'ai associé pour la première fois l'homme long à Oppenheimer parce que j'avais accès à la nouvelle édition du roman avec une préface fort éclairante. Qui m'informait que l'homme long serait inspiré par la personne de Oppenheimer, le directeur du projet Manhattan. D'ailleurs, l'homme long n'est pas seul. Il y a d'autres personnes de son équipe qui logent dans le motel, dans les chambres voisines. Il est obsédé par des formules mathématiques. L'homme long, c'est l'histoire de l'humanité à travers la subjectivité d'un seul genre, le genre masculin. C'est-à-dire que toute la science, tout l'art, toute l'architecture, toute la législation passe par l'homme long. Et c'est à peine il y a 60 ans que tous ces éléments-là ont été un tout petit peu occupés par une autre vision, celle des femmes, pour transformer chacun de ces domaines-là. Donc, l'homme long, c'est vraiment, c'est un peu comme je disais que Marc Lépine, l'assassin des jeunes femmes à Polytechnique, je disais, il était vieux comme le monde, ce jeune homme. Il n'a même pas eu le temps d'être un jeune homme. Il était vieux parce qu'il avait intégré toute la haine, toute la misogynie qui, elle, normalement, circule dans ce qu'on appelle des cultures, des traditions, des religions, etc. Elle est répartie dans chacun de ces éléments-là. Évidemment, les gens se retrouvent dans chacun de ces éléments, disent, mais c'est quelqu'un de sympathique, de gentil, mais eux, ils n'ont pas à être nécessairement désagréables. La loi les favorise. Donc, c'était le grand rouage à essayer de comprendre. Et donc, l'homme long, il est le pion qui représente toute cette machination du langage, de l'imagination qui raie les femmes d'elles-mêmes et de leur participation à la société en tant que sujet.
Donc, c'est ça. Donc, le choix de Oppenheimer comme modèle, c'est pas lié à un contexte, un vague contexte de guerre froide ou de... Ben, c'est-à-dire C'est sûr qu'il y a la que question de l'imaginaire scientifique aussi, hein. l'imaginaire scientifique est extrêmement important. Il était physiquement intéressant aussi parce qu'il était grand, il était long, il était brillant, il était le meilleur du meilleur, en fait. Et malgré cela, il représentait quand même symboliquement ce qui menace, ce qui sépare les femmes d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il les plonge dans la double contrainte, l'ambiguïté, la non-existence, etc. Donc, et bien sûr, j'ai choisi le désert américain parce que il est beau, mais c'est aussi là que, justement, on a fait exploser la première bombe atomique. Donc, tout ça, il faut raccorder un peu tous ces éléments-là. Et je pense que dans le cadre de la fiction, ou peut-être même dans le cadre d'un documentaire, c'était plausible de vouloir et de pouvoir les réunir aussi. Donc, beauté, désir, mort, ensemble. Ben, c'est-à-dire que beauté et désir mort, ben ça on l'a vu dans beaucoup de films où le héros est fasciné par la beauté de celle qui n'est pas l'héroïne, qui n'a pas le temps de devenir héroïne, et il lui donne la mort très souvent. Donc ça fait partie des réseaux tristes du nihilisme. Et la mort fait partie de la vie, mais dans l'histoire occidentale, on a fini par fantasmer la mort comme étant associée à l'amour, etc. Et c'est sûr que l'amour pose des questions incroyables par rapport à l'unité, par rapport à la fusion, par rapport au côte à côte, par rapport au face à face. L'amour pose beaucoup de questions. Et de toute façon, on parle beaucoup de l'amour, mais l'amour, c'est une chance sur des millions de rencontrer la personne avec laquelle on peut partager tous les éléments de ce qui constitue un être humain. Et la plupart, c'est ça, la vie fonctionne à travers des institutions, justement. Les gens sont obligés de se marier pour que la vie se reproduise. Mais il y a tout un discours à tenir aussi sur l'amour comme étant extrêmement privilégié, en fait. Et privilégié parce que, tout comme c'est privilégié de prendre le temps de regarder la pluie tomber, de prendre le temps d'aimer les choses. C'est aussi bête et aussi simple que ça, somme toute. Et puis de pouvoir les fantasmer. On dit, mais voyons, t'es folle, la pluie tombe, un point c'est tout. Non, je veux dire, on peut toujours avoir un plus avec les choses qui nous sont données naturellement, si on est en mesure de les transformer par la création ou par l'imagination, en fait. Hein? Et c'est pour ça, je pense qu'on aime les livres, parce que les livres nous amènent toujours plus loin que là où on est, et on bouge constamment. Et bon, pour moi, c'est ce qui est beau, ce qui est important. C'est sûr que la conclusion est toujours la même pour tout le monde. Oui. Il y en a qui ont la conclusion jeune, d'autres centenaires, mais la conclusion, elle est toujours la même. Alors, pendant qu'on est là, autant en profiter. C'est pas la destination qui compte, c'est le chemin parcouru. Oui. OK. Ben, on a beaucoup parlé de notre sujet, dans le fond. Je pense que oui. Oui, on pourrait passer à l'étape qu'est-ce qu'on va en faire? Ben là, il va falloir s'asseoir, retravailler. Oui. J'intégrerai nos collaborateurs dans le... Absolument, On oui. va prendre une petite pause. Oui, on prend une petite pause. Oui. Avant que tout le monde se déplace, je vais juste prendre du room tone parce qu'il y a eu beaucoup de bruit de fond. OK. Je vais juste vous demander à personne de bouger pendant une bonne trentaine de secondes. Je vais vous dire quand. Donc, c'est le room tone Simon et Nicole